Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on répond à vos questions SEO. On avait prévu un sujet, donc X règles SEO pour tout casser à la rentrée. Et au final, on a eu pas mal de questions sur Twitter. Alors on se dit pourquoi pas faire un épisode où on répond à toutes vos questions. Ça va être assez sympa. Et puis l'épisode des règles SEO pour tout casser à la rentrée, peut-être qu'on le fera prochainement ou peut-être pas. En tout cas, on a eu pas mal de questions. Ça va être très sympa d'y répondre. Antoine, comment ça va Antoine? Salut tout le monde, salut Paul. Merci beaucoup pour vos questions du coup sur Twitter. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, vous avez bien joué le jeu. Ouais. Et du coup, en effet, on va se faire une petite FAQ SEO, ce qui répond aussi au sujet principal du SEO 2024 slash SEO rentrée. À un moment, on tourne un peu en rond, donc c'est trop bien pour nous aussi qu'on puisse avoir vos questions. Ça nous permet de réfléchir un peu différemment et de voir un petit peu des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant Ouais, de... c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'en SEO, il y a quand même enfin, il y a des bonnes pratiques qui sont connues, générales, qu'on répète. Bon, je pense qu'on répète jamais assez au final, hein, mais c'est vrai que des fois, avoir vos questions, c'est pas mal pour ça, parce qu'on a des points très précis, où on a nous, des tips, des arguments, etc. à vous donner sur comment faire, comment régler le souci ou quoi. Et c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément, hein, parce que je sais pas, si on me demande, Paul, comment on fait du SEO, je vais penser à intention de recherche, mots-clés business, enfin la base, quoi. Mais si vous nous dites, bah en fait, j'ai un problème de JavaScript SEO, je sais pas quoi, là on va commencer à se creuser les méninges et ça va être sympa aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas, pour ceux qui se demandent, ça se passe toujours sur Twitter. La veille de l'enregistrement du podcast, je fais un tweet où je dis de quoi on va parler et globalement je vous demande si vous avez des questions et tout le monde pose les questions en dessous du tweet et puis voilà. Donc je vais faire un petit rappel juste sur les performances du podcast. 1220 abonnés sur YouTube, ça fait que d'augmenter. Toujours des commentaires sous chaque vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps. Et sur Spotify, du coup, on a 72 notes 5 étoiles. Je crois que c'est la même chose que la semaine dernière. En tout cas, globalement, ça fait que d'augmenter. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent le temps, encore une fois, de nous laisser des avis. On vous rappelle évidemment que l'épisode est sponsorisé par Linkuma. Comme d'habitude, un lien affilié en description de Spotify, de YouTube. Si vous voulez acheter des backlinks à partir de 7 euros, totalement déléguer aussi vos campagnes de netlinking, et passez par ce lien-là. Et nous, on va vous faire, avant de répondre à vos questions, un petit retour sur nos semaines, sachant que en off, on en a discuté un petit peu. On a un truc à dire chacun. Donc Antoine, je sais pas, Ouais, tu peux pour une peut-être fois, on commencer. l'a préparé. Bah, moi, je pense que Paul, tu peux montrer, donc les gens qui écoutent pas, ils vont pas comprendre tout de suite, tu vois. Mais là, tu peux Ouais, montrer je vais l'événement de montrer. la semaine. Attention, incroyable. 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 Là, C'est je ce qu'on m'en s- vais. c'est ce qu'on s'est dit, on en a parlé juste avant l'enregistrement, donc il y a zéro stupéfaction de notre côté, tu vois. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais Moi, choqué. ça me fait quand même rire. En fait, donc pour ceux qui sont en vocal, en audio only, j'ai un bureau assis debout. Donc là, je viens de monter mon bureau. Donc on a vu avec la caméra que mon gros front faisait que de descendre. Donc c'était assez marrant. Et ouais, c'est le truc de la semaine. C'est une commande que j'avais faite parce que pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'essaie beaucoup de marcher pas mal tous les jours, etc. Dépenses caloriques, bien-être, enfin bref. Et du coup, j'ai commencé en étant chez ma copine là 3 semaines. Elle avait un espèce tu sais, un petit bar en fait en hauteur. Et elle m'avait demandé d'emmener mon tapis de marche, parce que j'ai un tapis de marche, parce qu'elle voulait tester. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais attends, je vais tester, pourquoi pas. Ça m'a toujours un peu rebuté, mais je me suis dit, vas-y, je vais tester de marcher en travaillant. Donc en mettant pas très vite, etc. Et en fait, j'ai bien aimé. Alors, je vais pas mentir, je suis un peu moins productif que si je marchais pas. Parce que forcément, même si tu marches pas vite, bon, il y a toujours un petit mouvement, etc. Mais au global, ça me permet de faire énormément de pas dans la journée, de beaucoup marcher, et ma productivité est pas si impactée que ça, honnêtement. Et donc jusqu'à maintenant, voilà, je faisais du tapis de marche uniquement pour me divertir. Et maintenant, je travaille en même temps et ça me permet aussi de passer plus de temps sur les réseaux sociaux, à répondre aux mails, etc. Donc en fait, c'est trop bien. Ça fait d'une pierre deux coups. Et donc j'ai acheté un bureau assis debout pour bien faire les choses. Voilà, voilà. Et Antoine, je crois que tu as un truc à nous annoncer aussi C'est lié, incroyable. c'est lié au sport aussi. Donc moi, je me suis mis j'ai commencé à faire du sport le matin, donc je suis sûr que parmi les auditeurs, il y en a qui le font.
Je suis assez admiratif de ceux qui le font parce que j'ai jamais vraiment fait du sport le matin, surtout la plupart des gens ils vont à la gym quoi. Ça je peux pas, tu vas faire de la muscu le matin, c'est vraiment pas pour moi quoi. J'ai trop la flemme. Par contre, aller faire une petite course, tu vois, quand il fait beau ou aller aller à la natation, ça peut se faire. Et là, du coup, ça fait 3 jours depuis lundi que je m'y tiens. Je vais à la natation. Je me fais Magnifique. mes petites 20 minutes de nage, tu vois, je fais pas une grosse séance. Je nage pas trop vite. Et franchement, ça fait du bien. Donc le matin, la matinée, je suis super détendu. Je suis même peut-être plus productif, tu vois. Genre, t'as pas le. Voilà, t'es bien. De toute façon, c'est connu, le sport, ça diminue le stress, etc. Par contre, à partir de 14 heures, je suis vide, Ouais. claqué. Bah, Et en vrai, ça m'étonne pas, hein. je sais pas si c'est lié au sport qui est la natation, si je ferais un badminton le matin, si je faisais un badminton le matin, pardon, si ça me mettrait dans le même état, mais je suis vraiment vide, quoi. Et du coup, je sais pas si je vais réussir à tenir le coup dans le temps. Et d'après Paul, en fait, si je me maintiens cette habitude, ça devrait passer. Bah, en fait, c'est ce que je disais, c'est que la natation, c'est clair que ça crève, mais il y a aussi le fait que ton corps, il est pas du tout habitué. Genre, quand tu mets en place une nouvelle habitude comme ça, genre moi, l'exemple type, c'était quand je bossais en agence. À un moment, en fait, j'y allais à pied. J'avais 10 minutes à pied pour y aller. Donc, vous en conviendrez, c'est pas du tout un sport intensif. Et en fait, l'agence a déménagé. Et donc, je devais y aller à vélo. Et donc, j'avais 20 minutes de vélo, un peu en montée, enfin bref. Et je me souviens qu'au tout début, c'était dur. Vraiment, j'arrivais au bureau, j'étais claqué, alors que j'avais juste fait 20 minutes de vélo, hein, c'est rien. Et au fur et à mesure, en fait, évidemment, c'est parti. Et à la fin, ça me faisait absolument plus rien. Je pouvais direct travailler d'aplomb. Alors que vraiment, les premiers jours, j'arrivais, limite, je reprenais mes esprits, tu sais, sur mon bureau, alors que j'avais même pas transpiré, quoi. Donc, Ok. je pense qu'il y a un peu les deux. C'est clair que la piscine, ça crève. Mais à mon avis, bah, tu nous feras un retour si tu tiens l'habitude, je sais pas, par exemple, un mois. Je pense que dans un mois, littéralement, ça te fera peut-être plus grand-chose, quoi. Ouais, je vais essayer, on va voir. Et toi, du coup, quand t'es arrivé en vélo, parce que moi, j'aimerais bien aller au bureau en course, tu vois, ou en vélo. Le problème, c'est que bah, moi, j'arrive en sueur, quoi. Dès que je fais un peu de Ouais, sport, j'avais un petit process pour ça. En fait, on processe tout avec Paul. ouais, Même, vraiment, non, mais même, vraiment, j'avais chopé un truc, c'est que moi, ce qui me saoule, c'est de coller, tu sais, de transpirer, de coller, tu vois. Du coup, en fait, quand j'arrivais, surtout en été, j'allais direct aux toilettes et déjà, je me passais full eau sur le visage, comme ça, je frottais bien et tout. Limite, j'essuyais pas, tu sais, comme ça, je laissais, ça me refroidissait de ouf. Et aussi, c'est là où il y a un petit process, c'est que je faisais au niveau des bras. Parce que les bras, je trouve, c'est le pire. Tu vois, au niveau du coude, là, j'en mettais. Parce que je trouve que dès que tu plies le bras, sinon tu sens que ça colle et tout, je trouve ça horrible. Et donc en fait, voilà, ça me faisait, on va dire, une douche miniature, quoi, minimaliste à mort. Mais franchement, je me sentais bien mieux, tu vois. Donc voilà, après, le mieux, c'est clair, c'est prendre une douche si vous pouvez, mais bon. Enfin, je sais pas si toi, c'est compliqué, il y a pas de douche, je crois. si, il y a une douche, mais elle est dans l'open space. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, en fait, nous, on a une mezzanine dans nos bureaux où avant, c'était une salle de sport. Donc, on a des douches. Sauf que bah, c'est des douches, tu vois, il y a pas de mur. C'est des sortes de préfabriqués avec des espaces en haut et en bas des portes. Ouais. Et du coup, bah, si je veux prendre ma douche, il faut vraiment que je sois le premier, quoi. Je me vois mal, tu sais, sortir dans l'open space avec la serviette, tu vois. Ou En train alors, de, en train de s'essuyer le dos, là, t'as la... même, tu sais, le bruit, tu vois. Tu sais, Ah ouais. c'est un peu bizarre d'entendre une douche qui coule alors que les gens, ils travaillent. Ouais, Ça nous est arrivé une fois. Et depuis, je pense que personne n'a voulu retenter l'expérience, quoi. ah, j'imagine la scène. Ah ouais, ouais, bah ouais. Non, bah, effectivement. Mais tu peux essayer ça déjà, de se mettre de l'eau un peu sur la tête, un peu sur le coude, les avant-bras, tout ça. Déjà, tu te sens pas aussi bien que si t'avais pris une vraie douche avec du savon et tout, hein, mais c'est déjà beaucoup mieux que juste de laisser la transpi sécher là et tout collant là, ça, je déteste, genre vraiment. Mais bref. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ces petits sujets-là, où en intro on raconte un peu nos vies et puis on part un peu en cacahuète des fois. Moi, je sais que c'est ce que j'aime bien dans des podcasts, un peu le côté authentique. Donc, dites-nous en commentaire sur YouTube pour qu'on sache un peu si on doit raconter nos vies ou aller direct straight to the point, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, puisque là, on a raconté nos semaines. On va passer donc aux questions. Comme je disais avant, on en a eu. Enfin, je vous ai pas donné le nom, mais du coup, on en a eu 9. Donc, c'est plutôt un chiffre en l'occurrence. Et donc, c'est pas mal parce que. Enfin,
9 peut-être même plus parce que des fois, il y en a avec plusieurs questions. Donc bref, on va répondre à tout ça. Il y a Julien, alors ça c'est la question marrante, @Julien-TMX qui nous dit du coup ça se passe où? Parce qu'en fait j'avais fait le tweet demain on tourne un épisode 100% SEO, et je pense que du coup il a pas encore écouté le podcast, puisqu'à mon avis il devait croire que c'était en live, tu sais, du coup il me demandait bah, c'est quoi le lien pour rejoindre et tout, il m'a demandé ça aujourd'hui. Donc j'ai envoyé les liens des rediffs. Donc dédicace à toi Julien si tu écoutes cet épisode du coup. Camille Gillet, ou Gilet, je sais pas comment ça se prononce. Alors, est-ce que le lien ne serait finalement pas inutile et la Search Console bien plus que suffisante comme outil unique? Alors là, c'est quand même intéressant. Donc, deux questions. Est-ce que le lien serait pas inutile? Ah oui, ok. Donc, alors, je sais pas si elle parle des liens internes ou externes, donc les backlinks ou plutôt le maillage interne. On va partir du principe que c'est plutôt, à mon avis, les backlinks, puisque c'est un peu à la mode de dire ouais, c'est moins efficace et tout. Donc déjà, pour répondre à cette question-là, je sais pas si tu veux répondre Antoine ou si... Ouais, en vrai, c'est une bonne question, c'est une question intéressante parce que en effet, il y a beaucoup de jus zéro, donc du lien complètement inutile. Ouais, Maintenant, c'est certain que c'est pas inutile le lien. Mais ce qui va être dur, c'est justement de ne pas se faire avoir par des sites qui sont en jus zéro. Et ce qu'on a observé globalement, nous, à l'agence, c'est que le jus zéro provient pas de sites de faibles DA, TF, tous ces KPI qui sont créés par des SEO pour des SEO, et en fait, ça veut tout et rien dire. C'est surtout des sites qui se sont cramés dans le temps. Donc, typiquement, des courbes de trafic qui ont chuté. En gros, des sites qui se sont fait flaguer. ok. Donc c'est intéressant parce qu'on peut avoir des tout petits sites pas chers qui envoient du jus. Typiquement, je pense à certains sites de Linkuma. D'ailleurs, sponsorisé Linkuma MVP, mais voilà, tous ces petits sites en fait qui sont un peu neufs et qui quand même voilà, ils ont un domaine, et sa vie, etc. Ça envoie clairement du PageRank. Donc les petits liens sont pas forcément de mauvaise qualité, par contre certains sont en jus zéro. Et après tout ce qui est article invité, donc typiquement si Paul Vengeon envoie un lien vers un autre site, alors si en plus il est thématisé un petit peu dans le marketing, etc., ça peut avoir un impact quasiment instantané parce qu'il il va avoir voilà, beaucoup de traf sur Ouais. la requête cible. Et bien sûr, la magnifique relation presse qui est très dure à activer, mais qui envoie des super signaux pour le page rank. Même. Maintenant, la question, moi, ce sur quoi j'essaye de mettre des points d'attention quand je fais du netlinking pour des clients, je leur dis en fait, il faut varier. On va pas avoir autant de relations presse que d'articles invités que de blogs. Moi, j'appelle ça des blogs SEO, les PBN. Mais on peut se dire, on fait une relation presse tous les 6 mois, ça coûte très cher. On essaye de faire un article invité par mois, et on essaye d'envoyer 2-3 backlinks de blog par semaine. Et donc, voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on recommande de travailler. Ouais. Bah écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et pour répondre même plus rapidement, non, c'est pas inutile, tout simplement parce que Antoine comme moi, même si effectivement sur 100 liens, il y en a X qui vont rien faire, mais on voit bien que dans certains cas, le netlinking peut littéralement propulser un site sur une requête spécifique en fait. Et ça, c'est encore possible et c'est encore d'actualité. Alors peut-être pas autant qu'avant, mais c'est encore d'actualité. Et donc rien que pour ça, on peut pas du tout dire que c'est inutile, genre pas du tout. Après, c'est clair que effectivement, peut-être comparé à il y a 2 ans, j'en sais rien, je dis ça au hasard, peut-être que statistiquement, il y a plus de chances que vos campagnes soient jus zéro qu'avant, sur 100 liens achetés par exemple. Enfin bref. Donc ça, on est d'accord, mais c'est pas du tout inutile quoi. Donc voilà. Et l'autre question à laquelle, bah, si t'es chaud, je vais répondre direct, mais est-ce que la Search Console serait pas suffisante comme outil unique? Bah pas du tout, parce que il y a plein de data que tu n'as pas en fait. Tu as toujours besoin, c'était d'ailleurs petite auto-promo, mais c'était le sujet d'une édition de ma newsletter SEO. En fait, tu as de la data tierce, donc tu as besoin, par exemple, analyser les positions SEO d'un concurrent. Comment est-ce que tu fais avec ta Search Console? Bah, tu peux pas. Donc rien que ça, voilà. Obtenir du volume de recherche sur un mot-clé. Bon, d'accord, avec la Search Console, tu peux voir que
sur certains mots, il y a des impressions sur certains mots-clés, etc. Mais ça veut dire qu'il faut déjà ranker un minimum dessus, etc. Il te faut forcément un outil comme le Keyword Planner Google Ads, comme SEMrush, Keyword Magic Tool, comme la recherche de mots-clés Ahrefs, peu importe, mais pour trouver des mots-clés. Dernier point, un peu pareil que dans le premier point, comment est-ce que tu fais pour analyser les stratégies netlinking de tes concurrents uniquement avec la Google Search Console? Voilà, ça se concentre uniquement sur ton site, donc c'est pas possible. Donc, si tu avais en tête, est-ce que ça suffit pour analyser les performances de son propre site? Il y a un monde où on peut dire que oui, même si ça rend pas compte de l'aspect conversion comme Google Analytics, etc. Mais si tu veux te focaliser sur les performances SEO de ton propre site, bah oui, pourquoi pas, hein. Ça peut largement suffire, surtout pour un petit site. Maintenant, pour tout ce qui est nécessaire pour mener à bien une campagne SEO, notamment analyser les concurrents, trouver des mots-clés recherchés, bah non, ça suffit pas. Ouais. Voilà. Je reviens sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un outil qui est top, qui permet de centraliser la data, qui s'appelle Looker Studio, Ouais. ex-Data Studio, pour ceux qui ont connu Data Studio. Mm. Et en effet, en fait, il y a besoin de croiser les outils. Donc, par exemple, typiquement Analytics, ça va vous permettre de suivre, par exemple, les conversions. Search Console, c'est vraiment bien pour le trafic global, pour le suivi d'URL aussi. J'aime bien utiliser la Search Console pour voir les URL qui rankent le mieux. Ouais. Typiquement, la Search Console, pour les mots-clés, c'est pas du tout précis. Le suivi de position Search Console, il est pas du tout précis pour les mots-clés. Donc là, on va mettre en place un suivi de position sur SEMrush. Il y a MyPoseo aussi qui paraît qui est assez précis. Mais vraiment, SEMrush est très très précis. C'est vraiment Ouais. bien. Pareil, si demain vous faites un peu d'ads, bah, vous allez pouvoir brancher Google Ads sur le même Looker Studio. Moi, je branche même mes roadmaps en Google Sheet. Donc en fait, dans un document, tu as tes roadmaps, en gros ce qui est en cours enfin l'opérationnel, tu as tes sources de tracking et on peut mettre des filtres. Donc par exemple, si tu veux suivre le trafic Search Console, tu peux dire OK, mais je veux le trafic hors marque, t'exclus tes noms de marque. Donc ça, c'est intéressant pour les gros sites qui font beaucoup de trafic parce que je sais pas moi, un gros site comme la Fnac, il y a énormément de trafic de marque, que ce soit le trafic de base, hein, la Fnac, où tu vas dessus, ou que ce soit le trafic produit plus marque. Genre, Ouais. tu veux acheter un livre, tu vas marquer le nom du livre plus la Fnac. Et donc, c'est pas du tout pertinent à analyser. Donc, en fait, la Search Console, c'est vraiment une sorte de gros. Enfin, il y a énormément de données, mais pareil, il faut la filtrer. Et ouais, donc je te rejoins complètement là-dessus. Il faut utiliser plein d'outils différents. Et moi, les outils payants, du coup, c'est SEMrush pour les concurrents, le suivi de position, et Ahrefs pour le netlinking. Ok. Très stylé. Majestic, pardon, pour le netlinking. D'ailleurs, petit aparté, mais il y a Mohamed de Linkuma qui a fait un tweet assez intéressant là-dessus, sur une fonctionnalité très précise. En fait, tu sais, moi j'aime bien. J'ai mis en place un truc dans mes reportings SEO mensuels, c'est que maintenant je regarde les top mouvements des concurrents en fait, de mon client. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les meilleurs gains de position des concurrents du client sur ce mois-ci, etc. Chose que je faisais pas forcément avant, en tout cas pas systématiquement. C'était pas une étape dans mon reporting, mais je le regardais quand même de temps en temps, évidemment. Et, euh, et en fait, quand tu vois qu'un concurrent fait, je sais pas, il passe de la 5e à la première position sur un mot-clé, c'est bien d'avoir la donnée, mais après, il faut essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Et pour ça, j'ai découvert, grâce à Mohamed de Linkuma, une fonctionnalité sur Ahrefs qui est top. Ça s'appelle en fait inspecter la page. Donc, bah, en fait, tu entres la page où il y a un gros mouvement sur un mot-clé, tu fais inspecter la page, et en fait, il te fait comme une sorte de, tu sais, web archive, Internet Wayback Machine, là, et il te montre en fait les jours où il y a eu, en fait, sur un calendrier, où il y a eu le plus de modifications de contenu. Et en fait, avec ça, en croisant aussi avec l'historique d'acquisition de domaines références sur l'URL précise, tu peux facilement, en fait, voir pourquoi il y a eu des mouvements de position, tu vois. Hors mise à jour Google ou autre, mais vraiment pour ce qui a été fait sur la page et d'un point de vue netlinking, en croisant les deux données comme ça, je trouve que c'est pas mal pour interpréter. Donc, inspecter la page dans Ahrefs, c'est vraiment top et j'ai pas trouvé de fonctionnalité équivalente sur SEMrush. Donc, ou alors je sais pas, mais je crois vraiment pas qu'ils aient ça. Donc c'est vraiment cool. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse si ça en intéresse certains. Euh, Ensuite, du coup, on a Thibaut SEO, d'ailleurs, qui est souvent là pour poser des questions, donc merci à toi.
Euh, Quelles sont les meilleures agences SEO pour vous? Si vous deviez en rejoindre une, ce serait laquelle et pourquoi? Ça, c'est intéressant comme question. Hmm. Moi, je te laisse répondre du coup, Paul. Et t'as intérêt à dire SEO Monkey direct. Bah écoute, moi je ferais une réponse un peu unique. Alors, c'est vraiment pour moi des échos que j'ai eus, etc. Et je connais absolument pas toutes les agences, tous leurs process ou quoi. On en a déjà parlé en fait avec Antoine. On a une agence où on sait qu'ils ont des process assez poussés, c'est Primelis, notamment parce que j'ai pas mal d'anciens collègues qui sont liés à cette agence-là, enfin, qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé, etc. Enfin bref, j'ai eu des très bons échos. Et donc, moi je dirais que ouais, s'il y avait une agence enfin, si je devais bosser dans une agence, à mon avis, en fait, ça dépend pourquoi. Pour les process purs et durs, bah, pourquoi pas Primelis. Après, bah, si c'est pour développer une agence ou quoi, ou ouais, scale une agence, bah, évidemment, SEO Monkey, par exemple, tu vois, c'est trop bien pour ça. Donc, ça dépend clairement. Si un jour tu veux troquer ta liberté contre de l'argent, Paul, je t'accueille contre des parts. Je Non, t'associe. mais en gros, ça dépend de ta question pour quel objectif ou quoi. Mais du coup, ouais, purement process, seniorité des profils, Primelis, a priori, ont l'air vraiment très bons là-dedans. Encore, j'ai jamais testé, mais voilà. Et après, plus pour vivre une aventure où tu arrives dans une agence et puis tu peux avoir bah, un poste à responsabilité, avoir un impact sur la stratégie de l'agence, sur son branding, sur pourquoi pas son recrutement, j'en sais rien, son développement. Bah là, oui, je penserais direct à SEO Monkey, tu vois. Donc, en gros, voilà, tu as deux aspects, Thibaut. Je sais pas, toi, Antoine, si t'avais pas. Imagine, SEO Monkey n'existe pas, tu fais du SEO, bah t'es comme moi, t'es en SEO, en freelance. On te pose cette question-là. En fait, ayant une agence, en fait, j'ai compris que en gros, il y a trois grosses agences aujourd'hui en France qui ont les mêmes process en réalité, parce qu'au bout d'un moment, quand tu scales autant, tout se croise, hein. Genre, voilà. Les mêmes TJM, les mêmes process, etc. C'est Eskimos, qui est la plus grosse agence SEO française, bientôt européenne, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ouais. Euh, Primelis et Uplix maintenant. Uplix qui ont clairement un modèle comme Eskimos et Primelis. Maintenant, la différence peut-être entre les trois, c'est que peut-être que Uplix est un peu plus petit. Donc en gros, ils vont peut-être avoir une équipe un peu plus, encore un peu plus engagée, tu vois, je sais pas, hein, c'est bizarre de dire ça, mais je pense que plus t'es gros et plus, comment dire, le souci de la taille fait que bah, tu vas peut-être avoir un peu plus de mauvais consultants, parce que la qualité d'une agence, en réalité, c'est les process et les valeurs, mais après, si tu tombes sur un mauvais consultant, bah voilà, c'est comme ça, tu peux avoir une excellente expérience avec bah, n'importe quelle agence et avoir une très mauvaise expérience avec cette même agence, Ouais. parce que tu es tombé sur deux humains différents, quoi. C'est quand même un métier d'humain, même si derrière, il y a des contrôles qualité, il y a des process, etc. Mais moi, en tout cas, si je devais rejoindre une agence aujourd'hui, je me poserais la question, je pense que j'irais peut-être chez Uplix, parce que du coup, j'aime bien les valeurs de Plix. Je pense qu'Emmanuel de Vaumoré, pareil, c'est quelqu'un qui pourrait, qui peut aujourd'hui, encore vu sa taille, faire développer des plans de carrière super intéressants, tu vois. Ouais, Je me dis, clairement. Eskimos, il y a déjà tout le board qui est full book, tu vois. Peut-être que chez Uplix, il y aura une petite place pour, en tout cas, des passionnés un peu comme toi ou comme moi pour développer le truc sur le long terme, un peu comme chez SEO Monkey, encore plus, puisqu'on est encore plus petit, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça serait un bon équilibre pour faire carrière dans une agence. Mais en tout cas, je suis persuadé, et je réinsiste là-dessus, c'est qu'en réalité, les agences, au bout d'un moment, ils ont toutes les mêmes process. Après, c'est peut-être les valeurs qui peuvent changer un petit peu d'une agence à l'autre. Hmm. Mais globalement, une agence qui fait, voilà, Primelis, qui fait plus de 10 millions, Eskimos, qui fait... j'ai regardé, en fait, c'était 30 millions, je t'avais dit 10 millions sur le dernier podcast. Euplix, etc., voilà, c'est industrialisé, c'est les mêmes documents de travail. Globalement, il y a pas de recette miracle, hein. Ouais. Je me dois de faire une précision. C'est vrai que j'ai pas pensé à Uplix dans ma réponse, mais pour exactement les mêmes arguments que Primelis, c'est aussi une agence qui me donnerait pas mal envie pour l'aspect pareil senior hard skill.
Peut-être même que ça me donnerait plus envie que Primelis, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est pas forcément full industrialisé et il y a que quelques profils, etc. Et je pense que ça a beaucoup plus l'image d'une agence un peu familiale, tout le monde se connaît, enfin tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un autre délire d'un point de vue ambiance. Pas que ça soit mieux, moins bien ou quoi, juste différent. Et ça pourrait peut-être que je pourrais préférer. Et pour ce qui est des process en agence, je suis assez d'accord. C'est vrai que sur les grandes lignes, bon bah voilà, un audit technique, et ça va être fait plus ou moins de la même manière d'une agence à l'autre. Pour moi, je mettrais quand même une option sur en fait, les technologies internes des agences, parce que quand même, il y a des agences qui ont vraiment des tools internes que pour eux, qui sont pas du tout publics. Et à mon avis, la différence, ça peut se faire là-dessus. Dans le sens où, ok, par exemple, entre Primelis et Eskimos, la roadmap pour faire un audit technique, ça va être la même, mais peut-être que sur l'étape 1, j'en sais rien, je te dis une bêtise, checker le sitemap XML, le robot TXT du site, bah, peut-être qu'en fait, il y en a un qui a un tool, bon là, ça aurait aucun sens de faire un tool juste pour ça, hein, mais un tool qui permet d'automatiser certaines parties du process, qui fait que du coup, pour un même livrable, ils vont y passer moins de temps ou ça va être automatisé, etc. Je sais que ça, par contre, selon les agences, ça peut vraiment changer. Pour le coup, toutes les agences sont globalement des tools internes, hein. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ou est-ce que c'est juste un argument de marketing et de branding? Ça dépend. Mais sinon, oui, oui, clairement, on va pas se mentir, ça se ressemble, hein. Ah, désolé, la moto qui est passée. J'aurais dû couper. Hop, je vais couper mon micro si ça se reproduit. Et moi, je veux pas jeter des fleurs sur SEO Monkey, mais vu qu'on est tout neuf, on a tous nos process qui ont été faits il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on a des modèles de cocon sémantique qui sont super bien, des modèles Xmind d'UX. On est trop fort, je vous jure. D'ailleurs, on s'est bien sûr basé sur d'excellents UX. Par exemple, pour le SEO e-commerce, on a bien analysé l'UX d'Okara, etc. Trop bien. Donc même si on est petit, en réalité, on a quand même des bons process. Après, j'envie pas mal ce qu'a fait Emmanuel sur Uplix, c'est-à-dire la mise en place d'automatisation sur la création c'est le lancement des crawls, la création des Google Sheets et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'automatisation. Et ça, en effet, c'est des petites spécificités qui distinguent un petit peu quand même une agence d'une autre, quoi. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Ouais. Ok. Et ben écoute, très très cool. En tout cas, c'est vrai que tu nous en parles souvent de tous tes templates, de cocon, de structure de page et tout. Et ouais, je suis persuadé que, à mon avis, tu fais partie des agences qui ont le plus poussé ce point-là. Pour moi, c'est clair et net, quoi. Parce que tout ce qui est UX, je dirais même que, bon, c'est peut-être pas. Tu pourrais presque en faire un argument de branding pour SEO Monkey, parce que je pense que tu es quand même pas mal porté là-dessus, là où il y a peut-être des agences qui ont des process SEO très poussés, mais bon, l'UX, tu vois, ils s'en foutent un peu, tu vois, ils vont pas forcément faire des recos. Ouais. Donc Alors que bon, bon, pour moi, c'est quand même très important, quoi. ah bah, clairement, hein, clairement. Donc voilà, pour répondre à Thibaut, il nous pose une autre question dans son tweet. Votre dernière trouvaille SEO que seuls 5% des SEO maîtrisent et connaissent. Le truc trop précis. En fait, j'ai décidé de la traiter parce que moi, il y a pas longtemps, donc là, en fait, je voulais pas en parler sur les réseaux parce que j'ai pas encore assez testé, mais je testais un truc tout con. En fait, je me suis dit, mais attends, Google, avec Gemini, il te donne littéralement la réponse qu'il estime être le plus pertinent pour une requête.
genre littéralement, et c'est Google qui te donne ça. Du coup, j'ai fait un test sur mon site. Je me suis dit, mais il se passe quoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà fait le test sur Gemini de juste lui donner un mot-clé. Donc, par exemple, le mot-clé que tu veux cibler en SEO, tu lui donnes juste pour voir ce qui, selon lui, est le plus pertinent de répondre en premier, tu vois. Donc, par exemple, je te dis une bêtise. euh, pour mon client là dans les plantes, je copie-colle ashwagandha, je fais entrer, tu vois. Donc pas du tout la fonctionnalité de base d'un chatbot, tu vois. Normalement, tu poses une question. Non, non, tu rentres le mot-clé et là, tu vois ce qui te répond pour déjà donner une orientation au brief, en plus de regarder évidemment ce qui rank sur la SERP. Enfin, je vous refais pas la chanson. Et je trouve ça plutôt pertinent pour 80% des mots-clés. Et donc là, j'ai fait un test où c'est sur mon site paulvengeon.fr. J'ai tapé. En fait, il y a un mot-clé dans la thématique du SEO qui est pas mal recherché. C'est commentaire HTML SEO. En fait, c'est un mot-clé qui est tapé peut-être par des devs, etc., qui veulent savoir justement les commentaires dans un code HTML. Est-ce que ça a un impact sur le SEO ou pas? Et donc, c'est un mot-clé que j'avais pas traité sur paulvengeon.fr parce que plutôt informationnel et tout. Et donc, j'ai juste tapé commentaire HTML SEO dans Gemini. J'ai regardé la réponse qu'il m'a faite. Je me suis dit, mais attends, c'est pile poil, ça match avec les résultats de la SERP ou quoi. Mais vraiment en condensé, puisque du coup, c'est l'IA. Mais c'est pas plus mal que ce soit condensé. On va à l'essentiel. Et j'ai copié-collé ça sur une page que j'ai créée. J'ai juste. La seule modif que j'ai faite, j'ai choisi un title manuellement, une métadescription manuellement. Et le seul truc, c'est qu'à la fin, Gemini, il me faisait un résumé. Et moi, je l'ai coupé et je l'ai collé, mais au début de l'article. Mais en gros, c'est le seul truc que j'ai modifié. Et là, actuellement, je rank 15e dessus, un truc comme ça. Ce qui est plutôt encourageant, hein, parce que vraiment, j'ai fait un copier-coller de Gemini. Et mon site se positionne naturellement très bien sur consultant SEO, agence SEO. Mais honnêtement, sur les mots-clés informationnels liés au SEO, les gros mots-clés, je suis pas forcément tout le temps bien positionné. Donc là, le fait que juste je crée une page, copier-coller de Gemini et je fais 15e, je trouve ça très encourageant. Connaissant mon site, c'est une bonne performance, tu vois. Et bon, bref, je vais voir comment ça va évoluer cette position-là. Mais donc voilà, je voulais pas en parler sur le réseau parce que pour l'instant, c'est juste, j'ai fait un test. Je vais en refaire d'autres, évidemment. Mais voilà, ça, c'est un truc que je pense que j'ai pas entendu ailleurs. Et à mon avis, ça, pour certaines requêtes, ça peut être très sympa de juste se servir de Gemini pour déjà voir ce que Google estime comme étant le plus pertinent pour les internautes pour une requête précise. Et pourquoi pas, dans certains cas, juste copier-coller et voir si ça rank. Donc voilà, c'est un truc que je suis en train de tester en tout cas. Petit exclu. Très stylé, très stylé. En vrai, ça m'étonne pas que ça peut fonctionner parce que quand on parlait de la SGE il y a quelques mois d'ailleurs, on en refera peut-être un petit épisode dans 2-3 mois parce que là, il y a un moment où il va falloir trancher est-ce que ça bouge ou pas. Et en fait, les tests SGE qui sortaient pour positionner sur SGE, c'était de mettre tout en haut le résultat, c'est dans le chapeau, tu vois, des articles. Le Ouais. résultat SGE. Et en effet, du coup, c'est pas mal parce que je pense que t'as pas le contenu dupliqué, tu vois, tu rajoutes de la valeur, etc. Mais t'as vraiment la réponse directe à l'intention de recherche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Moi, est-ce que j'ai un tips? Ah, je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose? non, non, je voulais juste dire, la méthode que je partage, c'est un truc que je suis encore en train de tester. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que ça va tenir sur le long terme, je dis pas que ça marche pour des requêtes archi concurrentielles. Je sais qu'il y a des requêtes où j'ai déjà tapé, mais c'est pas la majorité des cas, mais j'ai déjà tapé des requêtes, des mots-clés comme ça dans Gemini, puis la réponse, le format de la réponse qui me pondait, ça correspondait pas du tout à l'intention de recherche que j'avais analysée sur la SERP, donc j'ai juste pas du tout utilisé cette technique-là. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un truc sympa, quoi. Ok. Et donc oui, vas-y, je sais pas si toi t'as un En truc. vrai, attends, c'est quoi c'est que seuls 5% des SEO connaissent, genre, vraiment un tips pas connu? Je réfléchis. Je penserais à un tips. Alors, attendez, je Alors, faut répondre réfléchis. aux intentions de recherche. Ouais, non, j'en ai un en vrai qui est plus connu que 5%, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que moi j'aime bien les hacks en fait en SEO, enfin, pardon, les actions qui vont avoir un impact sur d'un coup l'ensemble des pages. Ouais, C'est pour ça que j'adore l'UX en fait. Et moi j'adore l'UX des pages. En fait, sur une page catégorie, vous voyez, il y a des silos. Donc, je prends un exemple, vous êtes sur un site de bijoux. Tout à l'heure, j'ai eu un prospect qui fait des bijoux. On va avoir la page mère chaîne, la chaîne pour mettre autour du cou. Et ensuite, on va avoir les pages filles, qui sont pas toujours développées d'ailleurs par erreur, donc les sous-collections.
chaîne plus matière, chaîne plus type de chaîne. Moi, je connais pas tout, mais apparemment, genre, t'as la chaîne cubaine, la chaîne je sais pas quoi. Tu vois, toujours quand tu fais de la sémantique, tu vois des trucs que les gens tapent parce que c'est des Ouais. passionnés que toi, tu connais pas, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que dans votre au-dessus de vos pages collection, il y a une section UX. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est complètement industrialisable. Par contre, ça nécessite de faire votre cocon sémantique correctement pour bien définir les pages sœurs, les pages mères, les pages filles. Et la petite section UX émaille entre toutes les pages du même silo. Et ça, c'est tout con, parce que en réalité, c'est pas compliqué à comprendre qu'il faut faire du maillage interne entre les pages collection, qui sont les pages les plus transactionnelles d'un site web derrière les pages produits, en plus, qui répondent beaucoup mieux aux intentions de recherche qu'une page produit. Mais il y a énormément de sites où il n'y a pas ça. Et donc, vous faites tout en haut de votre page, enfin, au-dessus du listing produit, une section maillage où il y a marqué page fille, par exemple, si vous êtes sur la page mère, ou page sœur si vous êtes sur les pages filles. Point. Vous envoyez ça au dev, il vous refait tout le maillage interne d'un site. Et des fois, c'est trop drôle parce qu'on peut avoir des sites qui font 50 000 de trafic, tu leur mets ça en place, t'attends 3 mois, bah ouais, tu multiplies toutes les positions des pages collection d'un coup. C'est vraiment des Ouais, quick c'est wins, abusé. quoi. Et pareil, dans ce même quick win, j'adore mettre des HN sur les pages collection, en dessous des pages collection. Encore une fois, c'est une stratégie, voilà, industrialisable, c'est-à-dire que ça marche pour toutes les pages collection. Tu mets H2 tout en bas cette fois-ci du listing produit, page fille. Tu es sur Ok, la page ouais. chaîne, tu mets H2 chaîne en or, H2 chaîne en argent, H2 truc, un petit paragraphe avec pourquoi pas de l'hypertexte dedans. Et ça, enfin, c'est vraiment des choses qui marchent du bon sens. On n'essaye pas d'hacker Google, etc. C'est bien pour l'utilisateur, ça augmente votre taux de conversion. Le mec, enfin, l'utilisateur arrive sur chaîne. Bah voilà, il voit le lien chaîne argent, chaîne en or, chaîne truc. Voilà, donc c'est super pour lui. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont. Tu mets ça en place, c'est des impacts sur le long terme qui sont vraiment, vraiment cool. Ouais. Bah, ça me fait pas mal penser, tu sais, à la reco un peu du fil d'Ariane, ce que tu me dis, genre de truc un peu maillage interne, automatisable, qui pour autant fait du maillage pertinent entre des pages enfin, sémantiquement, thématiquement proches. Et ouais, non, c'est top, hein. Trop bien. Euh, on a at Saxinphone qui nous demande comment gérer les clients pressés et pressants. Et là, je te renvoie directement à notre épisode sur comment garder des clients, ses clients, puisque du coup, on en a parlé un petit peu, justement de la différence entre la relation client entre un client plutôt chill et un client plutôt justement pressé et pressant, comme tu dis. Donc, on a tout donné. Donc, n'hésite pas à aller voir cet épisode-là, aller l'écouter ou le visionner sur YouTube. On a Sodad SEO, pareil, gros big up à lui parce que je le vois souvent, il pose vraiment souvent des questions. Ne change pas de PP parce que peut-être un jour je reconnaîtrai plus. Là, je te reconnais vraiment à ta PP. Quelles sont vos bonnes pratiques pour la gestion de projet, process, outils, etc. Bah là, pareil. En réalité, bah, je te renvoie à notre épisode sur comment garder des clients hein, globalement. Après, pour te dire rapidement quand même, moi, les outils que j'utilise le plus au quotidien, ça va être Todoist pour purement bah, justement gestion de projet, gestion de tâches, etc. Qui est très simple, très minimaliste. Pas besoin de Notion pour moi, en tout cas, tant que j'ai. En fait, ma finalité, ce que je veux, c'est me réveiller le matin, avoir une liste des tâches à cocher que je dois faire dans la journée. Et après, c'est moi qui me débrouille. Ou tous les mois, je vais agencer, enfin, à chaque fin de mois, je vais agencer le mois qui arrive. À chaque fin de semaine, je vais agencer la semaine qui arrive jour par jour pour au final me retrouver, bah, avoir cette vision justement au jour le jour, qu'est-ce que je dois faire concrètement et commencer à travailler. Puis évidemment, bah, quand j'ai pas le temps, je peux remettre une tâche au lendemain, etc. Enfin bref. Mais pour moi, c'est la base de la base. Et puis après, bah, pour tout ce qui est plutôt outils pour faire du SEO pur et dur, bah, Google Sheet, pas mal hein, pour les livrables clients, Looker Studio pour les reporting, Screaming Frog plutôt pour bah, lancer des crawls, l'analyse technique, SEMrush que j'utilise beaucoup, Google Search Console, enfin voilà, hein, globalement. Majestic SEO aussi que j'aime bien pour la partie netlinking, mais voilà. Je sais pas Antoine, toi c'est quoi Alors, globalement tes outils hein, si on outil doit d'orga, résumer? moi j'utilise Monday, Ouais. qui est vraiment excellent pour gérer des équipes. Très, 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 outil très, très puissant. Outil très, très cher.
Ouais, t'en avais déjà parlé. Et c'est vrai que j'en avais pas parlé d'ailleurs de ce logiciel, mais très très cher, mais très 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 puissant, très très design et tout. Franchement, top de chez top, c'est beaucoup mieux qu'un. Alors la grande mode, c'est comment ça s'appelle déjà? L'outil où tu peux faire des to-do là. Alors c'est pas Trello, c'est ClickUp, non, peut-être? non, c'est le plus gros là. Bah, Trello. Asana? Ah, non. Il y a Asana bon, en gros, il y a Asana, Monday qui sont des gros outils pour gérer des équipes un peu de façon un peu plus professionnelle qui sont très chers. Et après, tu as le petit outil là. Comment ça s'appelle? Notion. Voilà, Notion qui est très 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 connu, Ouais. qui est pas mal, sur lequel on peut faire pas mal de choses sur mesure. La différence entre un Trello et un Notion, c'est à peu près la même différence entre un Notion et un Monday. Un Monday, c'est vraiment le Notion haut de gamme où tu as vraiment plein de possibilités, tout est bien fait, tout est beau, tout est déjà construit. Tu peux faire des dashboards et tout. Et après, pour les outils SEO, donc moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise SEMrush, j'utilise Majestic, j'utilise TOT pour le reporting Search Console Analytics, Looker Studio. Euh, je réfléchis si j'ai d'autres outils. Ouais, non, je pense que j'ai fait un bon tour. Ok. Ok, trop cool. Bon, de toute manière, on en a déjà parlé pas mal dans d'autres épisodes, mais voilà, au moins, tu as la réponse. Euh, et donc après, il nous dit merci pour votre taf, les gars. Donc bah merci à toi. Et pareil, Thibaut SEO qui avait conclu son tweet en disant merci pour votre taf, votre super taf comme d'hab. Donc très sympa, hein, franchement. Je l'ai pas lu celle de Thibaut parce que j'étais vraiment focus question, mais merci pour tous vos retours sur notre podcast. Ça fait trop plaisir que ce soit en MP ou quoi. C'est vrai que c'est assez encourageant. On essaye de vous apporter un max de concret, format nature, avec des bruits d'ambulance, des scooters derrière, mais, mais le fond y est, et c'est vraiment l'esprit MVP, quoi. Donc si ça vous plaît, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais là je me suis fait la réflexion tout à l'heure. J'ai vu sur Spotify, tu sais qu'on avait, on a plus de 70 avis vraiment full 5 étoiles. Je me dis, c'est quand même ouf d'avoir que des 5 étoiles, alors que notre podcast, je veux dire, là, bon, on donne le max sur le fond, mais la forme, c'est vrai que c'est pas un truc de fou furieux monté en studio et tout. Et je trouve ça ouf que ça plaise autant, tu vois. Ouais, En fait, ça m'étonne pas que ça plaise, mais qu'on ait c'est autant sympa. de notes 5 étoiles, je trouve ça trop trop cool. Bah, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, c'est Maëlle Ville, si tu passes par là, du coup, qui m'a dit qu'elle écoutait le podcast et elle m'a dit, bah, en fait, je kiffe des fois vous écouter parce que, bah, tiens, en gros, tu vois, c'est bonne ambiance, tu vois. Ouais, bah ouais. En gros, on se prend pas la tête. Ouais, je pense que c'est ce qui fait le podcast. Après, c'est vrai que peut-être qu'on pourra un jour améliorer la forme, mais je sais même pas si on le fera un jour, honnêtement. Je sais pas Ouais, bah. comment tu veux évoluer. En vrai, bah, pour moi, c'est vraiment secondaire, tu vois. Encore, il y a certains points, améliorer les miniatures YouTube, où là, tu te dis, bah oui, là, ça peut avoir un impact vraiment direct. Mais je sais pas, faire par exemple un épisode en studio ou quoi, ça peut être marrant pour le kiff, mais à long terme, je suis pas sûr que ça ait des impacts vraiment, enfin qu'on fasse énormément de plus d'écoute, que les gens kiffent beaucoup plus ou quoi, enfin tu vois. Mais ouais, non, bah. Je sais pas si on serait aussi bon, entre guillemets, en physique. Dans le sens où si demain on fait un vrai podcast avec des caméras, genre tac, tac et tout, je pense qu'on serait un peu stressé. Et du coup, on serait moins détente et ça se trouve, on perdrait un petit peu en kiff et tout. Donc, Ah, moi, je pense qu'il y aurait un début qui serait un peu stressant, impressionnant, mais une fois qu'on serait lancé, je pense qu'il y aurait plus aucun souci. Mais ouais, en fait, je pense pas que ça apporte grand-chose. Mais par contre, ce serait marrant à faire. D'ailleurs, on le fera peut-être parce que pour l'histoire, je crois qu'on avait dit qu'à la base, on le ferait pour les 1000 abonnés, je sais plus. Mais au final, c'est vrai que comme on n'habite pas dans la même ville, c'est un peu compliqué. Mais peut-être qu'on le fera une fois pour le fun, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être drôle. si un Mais jour on bref, arrive aux 10 000, on le fera sûr. c'est ça. Oh, bah là, il y Il y a aura pas plus le le choix. choix. Ouais. Là, ça prendra le train en instantané. Mais ouais, d'ailleurs, par curiosité, hein, encore une fois, dites-nous en commentaire sur YouTube ce que vous kiffez dans ce podcast. Euh, Parce que, enfin, littéralement, est-ce que c'est plus vraiment 100% les tips SEO, les tips hard skill, ou est-ce qu'il y a aussi l'ambiance du podcast que vous aimez bien, etc. Et même si vous avez des recos de sujets, des recos de choses pour améliorer le podcast, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez nous dire, bah voilà, moi ce que j'aimerais, bon, je pense pas que ce soit des meilleures miniatures, mais euh, on essaye vraiment d'améliorer le podcast de mois en mois.
tout en gardant un truc 20-80, on se prend pas la tête. Mais si on peut améliorer certains points, n'hésitez pas à nous le dire. Donc ouais, on va continuer avec les questions. On a Islam SEO qui nous dit, donc là je pense que c'est plus pour moi parce qu'il tutoie, peux-tu nous expliquer ta stratégie de SEO local et de cocon sémantique pour se positionner sur des mots-clés concurrentiels pour ton site? Alors ça, bon, je pourrais pas la résumer en 2 secondes, mais en gros, si tu parles de mon site paulvengeon.fr, je pense que tu parles de lui parce que SEO local, c'est plutôt ça. Ce que j'ai voulu faire, c'est un site qui a une thématique, enfin qui est vraiment très très niché dans son contenu, à savoir qui parle que de SEO. Aujourd'hui, je commence à parler d'autres choses, mais globalement, 99% de mon contenu sur mon site, c'est des mots-clés liés au SEO. Donc ça, c'était un premier point. J'ai fait en sorte de cibler pas mal de mots-clés business au maximum. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers du SEO local, parce que tout ce qui est consultant SEO plus ville, agence SEO plus ville, bah, c'est business. Spoiler, ça apporte pas autant de leads qu'on pourrait le penser, mais ça c'est propre à la thématique du SEO. Parce que par exemple, consultant SEO Paris, si je prends le plus gros, moi je vois quelle page m'apporte des conversions, donc je vous donnerai pas le détail, mais en tout cas c'est pas forcément une page qui m'apporte énormément de conversions, tout simplement parce que c'est tapé aussi, je pense, par beaucoup de SEO. Donc quand on voit sur SEMrush consultant SEO Paris 400 de volume par mois, je sais pas il y a combien de SEO qui tapent ça, mais ça doit être une bonne partie à mon avis. Et en plus, c'est des mots-clés où il y a des encarts GMB qui rankent parfois avant les liens bleus classiques. Donc bref, tout ça pour dire, c'est pas forcément, il n'y a pas que les mots-clés locaux. Mais en gros, c'était un peu la stratégie. Puis après, bah, c'est vrai que mes structures de page d'un mot-clé local à l'autre, entre consultant SEO Marseille et consultant SEO Paris, bah, c'est très très similaire. Voire parfois, c'est quasiment les mêmes pages, en mode texte à trous, ça dépend. Parfois, c'est de l'IA. Mais voilà, et puis surtout, j'ai tenu une cadence de publication en fait. Et mon but, c'est de répondre du mieux possible aux intentions de recherche et de donner des informations pertinentes. Pour ça, je t'invite tout simplement à regarder mes pages, voir quel contenu j'ai traité, etc. En gros, c'est ça. J'ai quand même fait un peu de netlinking vers ces pages-là, mais je crois honnêtement très très peu, surtout vers les pages locales. Vraiment, il y a peut-être 1 ou 2 pages où j'ai fait des liens volontairement, mais c'est tout. Et sinon, maillage interne, bah, j'en ai fait pas mal. Notamment, toutes les top pages locales, elles sont dans mon footer. Comme ça, elles reçoivent un lien interne de la part de toutes les autres pages de mon site. Et du maillage un peu sur mesure, j'en ai pas fait énormément pour mes consultants SEO Ville ou agences SEO Ville, honnêtement. Et un autre point qui est intéressant, c'est que toutes mes pages, par exemple, consultant SEO Ville, elles vont faire un lien interne avec le fil d'Ariane vers Freelance SEO, par exemple. Et pareil pour agence SEO Ville, elles font tout un lien interne vers agence SEO, sur l'encre agence SEO, forcément, via le fil d'Ariane. Voilà, là, comme ça, je dirais que je t'ai à peu près tout dit. Les structures de page, tu peux regarder, mais c'est assez minimaliste. Il n'y a pas d'infographie, il n'y a pas de photos dans la plupart des pages villes. Bon, voilà, c'est pas des mots-clés hyper concurrentiels non plus. En tout cas, les mots-clés locaux. Mais sur la masse, bah, c'est pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, il nous reste quelques questions. On a @bhunterx23 qui nous demande quelles sont vos meilleures stratégies de contenu, style topic cluster, et comment avoir des idées de contenu à l'infini. Et il conclut en disant merci pour ce que vous faites, le podcast est incroyable. Déjà, merci beaucoup pour ton retour, ça fait trop plaisir. Antoine, tu veux peut-être répondre aux 2 questions. Donc, pour rappel, ouais, c'est quoi nos meilleures stratégies de contenu et comment avoir des idées de contenu à l'infini, quoi. Meilleure stratégie de contenu, bah nous, déjà, en fait, le process, c'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de la requête cible. Donc, tu te dis, OK, il y a telle requête cible qui est volumineuse ou alors qui est transactionnelle, etc. Donc, il faut que tu identifies avant tes requêtes cibles et ensuite, tu en déduis la strate de contenu, sachant qu'une requête cible, c'est pas forcément un article de blog, donc la fameuse intention de recherche. Ça peut être une page produit, une page catégorie, une page de vente, une page service, une page glossaire, une page comparatif, genre, je peux continuer très longtemps. Mais dans le sens où déjà on va chercher des requêtes cibles. Pour trouver des requêtes cibles, tu as plein d'outils. Hein. Moi j'aime mieux utiliser SEMrush. Donc en gros, on a 2 audits. On a l'audit des concurrents. Donc on prend 9 concurrents, on va en garder 3 qui sont vraiment pertinents. Donc déjà, il faut avoir un filtre. Parce qu'un concurrent, ça se choisit en SEO. Hein. C'est dur de trouver un bon concurrent. Il faut qu'il fasse exactement la même chose que vous.
Parce que Mm. typiquement, vous faites, je sais pas moi, des appareils de muscu comme Paul sur Temple de la Whey. Donc c'est pas des appareils, c'est de la Whey. Et du coup, on se rend compte que c'est Decathlon qui est premier. Ben, on va pas aller auditer Decathlon parce qu'ils vendent des cannes à pêche. Ils vendent, voilà, faut vraiment trouver des niches concurrentielles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller scraper tous les mots-clés qui font du trafic chez les concurrents. Donc si vous en faites 3, 4, 5, ça va vous donner plein d'idées. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour pousser encore plus le truc, c'est que par mots-clés, vous allez siloiser un petit peu. Donc, le cocon sémantique, vous allez pouvoir mettre sur cocon. Par exemple, bah, vous pouvez prendre les PA sur Google. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui va être lié, comment on appelle ça, par exemple, SEMrush, tu mets Keyword Magic Tool, tu mets ton mot, ça te met toutes les long trains, etc. Vous voyez, vraiment l'analyse sémantique est importante, et après, en fonction de toutes ces requêtes cibles, vous vous dites est-ce que ça se cannibalise ou pas, est-ce que les requêtes c'est la même page ou pas, et ensuite bah, vous lancez votre strat de contenu, et là le travail c'est de prioriser. Par quoi on commence? Parce que si on a 400 pages à créer, bah, bon courage si vous les faites toutes. Et donc, on va se poser la question, c'est lesquelles les moins concurrentielles, c'est lesquelles les plus volumineuses. Il y a une propriété qui s'appelle KGR que vous pouvez regarder sur Google, c'est le ratio All in Title, volume All in Title. All in Title, c'est quoi? C'est toutes les méta-titres, le nombre de sites qu'ont dans leur méta-titre la requête cible. Mm. Donc ça, c'est un ratio qui peut être intéressant, mais moi j'aime bien le bon sens. Donc en fait, est-ce que c'est transactionnel? Est-ce que c'est dans votre zone d'activité si vous faites du local? Est-ce que c'est des produits qui sont, si vous faites des transactionnels, est-ce que c'est des produits sur lesquels vous faites de la marge ou sur lesquels vous avez de la logistique? Donc il y a beaucoup de filtres en fait de priorisation qui peuvent être faits sur le bon sens. D'ailleurs, je pense que tu es d'accord avec moi, Paul. Le bon sens en fait en SEO, c'est 84. Moi, pour moi, des fois, surtout quand vous commencez à avoir un petit peu d'expérience, des fois, le bon sens c'est suffisant quoi. Il n'y a même pas besoin d'avoir des propriétés de fou. Tu sais, c'est la première chose qu'on m'a dite en arrivant en agence SEO. Une des premières choses, c'est Ouais. en fait le SEO, si tu as du bon sens, que tu réfléchis à la place de Google, bah en fait tu seras déjà très bon consultant SEO sans même maîtriser des techniques poussées, genre analyse de log, JavaScript SEO, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est vraiment que du bon sens, quoi. C'est de la logique et du bon sens. Et en fait, je suis 100% d'accord, hein. C'est vrai qu'au début, tu te rends pas trop compte parce que tu te dis, attends, SEO, tu commences le SEO, tu te dis, mais il y a Dominique, plein de jargon et data. tout, il est où le bon sens, tu vois? Mais en fait, si, tu as une vraie logique. Ouais. Mais ouais, trop cool. Et j'ajouterais juste pour la partie trouver des idées de contenu à l'infini, bah ouais, tu as la partie recherche de mots-clés. Après, si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder du côté de Google Suggest, des PAA, des recherches associées, bref, des indices de la SERP. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux utiliser Hunter de public ou tout ça, mais c'est toujours des petits compléments, quoi. Ensuite, du coup, la toute dernière question, peut-être qu'elle sera plus pour toi, de Tom Ciseaux, donc Thomas, qui nous demande comment anticiper un mot-clé saisonnier. Je sais pas si toi, t'en as déjà eu pas mal. Moi, à part des requêtes liées au Black Friday, pardon, j'en Ouais, ai déjà, pas. tu as toutes les requêtes soldes. Donc ça, c'est un hack qu'on avait déjà donné avec Paul sur MVP, mais en fait, c'est de faire une page pour chaque type de solde. Et même par collection, hein. Donc en gros, je sais pas, bon, vous les rankez sur peu importe une requête cible plus Black Friday, bah, il faut que pour vous ayez une page Black Friday. Parce que vous Mm. savez que le SEO, ça prend du temps, il faut que ça s'indexe, etc. Et donc, il faut absolument que vous ayez les pages qui soient créées en amont. Donc, Black Friday plus collection, si vous faites du produit, Black Friday plus logiciel, etc. Peu importe ce que vous vendez. Et vous pouvez faire ça pour les soldes, les types de, enfin le Cyber Monday, les soldes plus saison, Noël, bref. Après, si vous voulez vraiment avoir la data, vous pouvez utiliser, comment ça s'appelle, mince, Trends. Google Trends. Pour voir le pic, s'il est important, ça vous montre un petit peu, voilà, en fonction de chaque requête cible, s'il y a un gros pic. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'il n'y a que Google Trends, je pense, qui le permet, parce que c'est vrai qu'il y a tous les outils de volume sémantique, genre
SEMrush, Ahref, etc., ça va vous donner le trafic généralement sur les 2-3 derniers mois. Je pense pas vraiment que tu puisses choisir la période, et encore, c'est une galère. Donc, un bon Google Trends, c'est beaucoup plus rapide. Vous mettez votre requête Ouais. cible plus la saison, et ça va vous montrer un petit peu. Ouais, c'est clair. Mais du coup, en gros, les deux trucs que tu as à retenir, Thomas, c'est que si par exemple, tu as un mot-clé saisonnier où tu sais que dans X mois, ce sera le pic de volume, bah, faut juste s'assurer d'avoir une page optimisée pour ce mot-clé saisonnier-là et qui soit indexé en fait des mois avant l'événement, presque. Et aussi prendre en compte le temps nécessaire si tu souhaites faire du netlinking vers cette page-là. Parce que c'est pareil, ça prend du temps, les liens à se publier, les liens à faire effet, ça peut prendre du temps aussi. Donc pareil, par exemple Black Friday, moi je te recommanderais, si par exemple tu dois bosser sur cet exemple-là, de s'y prendre peut-être 3-4 mois à l'avance au moins, tu vois, pour déjà avoir une page optimisée, déjà commencer à faire du lien, c'est pas déconnant, quoi. En tout cas, un minimum un mois à l'avance, tu vois, surtout si tu dois créer des backlinks. D'ailleurs, un petit tips pour des indépendants qui souhaiteraient vivre un peu en SEO, édition de site. Je pense que ça peut être très très sympa d'avoir un site qui s'appelle genre blackfriday+.com, ou un truc comme ça, et vous faites toutes les requêtes cibles autour, et vous faites de l'AFI. Je pense que ça peut très très bien marcher, parce que typiquement, ce genre de requêtes, ça passe à la trappe, quoi. Même les bons SEO, et à mon avis, ils se disent pas 2 mois avant le Black Friday. Ah, quoique peut-être, hein. Mais le Black Friday, c'est pas un truc de SEO, c'est un truc d'ads, de paid. Souvent, ça bourrine à fond là-dedans, Ouais. mais le SEO, en vrai, si tu l'anticipes bien, mine de rien, c'est quand même des belles requêtes. Voilà, on a encore une idée de niche, Antoine, ça va pas. Ouais, en vrai, je suis sûr que ça peut ranker assez vite, hein. Un petit EMB, Bunker Yacht Deluxe, blackfriday.com. on va finir éditeur de Faire site. un mix de tout. Oui. Excellent. Et d'ailleurs, ça, pour l'anecdote, ça s'appelle. Alors, on me l'avait dit, mais j'ai regardé sur Google, j'ai pas trouvé, donc je pense pas, mais on m'avait dit c'est un business sapin de Noël. Donc, en fait, Ah oui. l'idée de dire qu'en fait, c'est un business qui marche 10 jours dans l'année. Ah oui, le terme, ouais, d'accord, ouais, c'est marrant. Et en effet, tu vois, moi, j'avais pareil, un prospect qui vendait des sapins de Noël. Et en effet, j'ai vu sa courbe de traf, c'est Bah oui. genre zéro, quoi. Parce que sapin de Noël, ça arrive, tu vois, sur 2 mois, max, tu vois. Et tu vois le truc péter, mais vraiment péter, parce que pour le coup, le volume, il est énorme, sur le mois de décembre, quoi. Donc, Mais attends, mec, j'ai trouvé un hack. En fait, tu crées le site Sapin de Noël et crème-solaire.com. Et comme ça, tu vends les deux. Et comme ça, t'as deux pics dans l'année. En fait, t'es tout le temps rentable, en fait. C'est j'avoue. donc ça. Il y a Et quoi, ça du va à coup? l'opposé du concept de Topical Authority, par contre, hein. Faut trouver ouais, Topical Authority, non, mais faut trouver, du coup, le mot-clé automne et le mot-clé printemps. Parce que là, t'as hiver et été. Ah ouais, c'est vrai. Bah, un truc pour ramasser les feuilles, et puis j'en sais rien, moi. Après, ça fera un nom de domaine un peu long, quoi. Ramasseur de feuilles, sapin de Noël, crème-solaire.com. Oh, ça ferait. Mais il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Il y a un sujet à creuser. Ouais. Mais ouais, bah, du coup, on a fini avec les questions. Merci à toutes les personnes qui ont participé sur Twitter. J'avais dit à Antoine, bah, je pense qu'on peut faire un épisode full questions et résultat, on est à 57 minutes à peu près de podcast. Donc la réponse est clairement oui. Et bah, dites-nous si vous êtes toujours là d'ailleurs à 57, 56 minutes comme ça vers la fin du podcast. Mettez un petit commentaire avec le timing pour qu'on sache. Et puis sinon, bah, je pense qu'on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!